The Boy, la malédiction de Brahms, une suite que l'on attendait plus ciné. 4 ans après sa sortie, le film The Boy a enfin le droit à une suite baptisée La malédiction de Brahms, mais n'est-ce pas un peu trop tard? Qui se souvient encore du film d'horreur The Boy? Si ce film d'horreur qui voulait surfer sur le succès d'Annabelle avait été une bonne surprise, on ne pensait désormais plus voir un jour arriver une suite 4 ans et plus tard. Et pourtant cette autre poupée maléfique fait son retour sur grand écran dans The Boy, la malédiction de Brahms, que l'on pourra découvrir en France le mercredi 26 février 2020. The Boy, la malédiction de Brahms suit l'histoire de Lisa et Sean, un couple qui a décidé de s'installer avec leur fils Jude dans le manoir d'Elshire sans rien savoir de ce qu'il s'y était passé auparavant. Le jeune garçon va rapidement se lier d'amitié avec Brahms, une poupée très réaliste qu'il a découvert enterrée dans le jardin. Le couple qui pensait avoir trouvé la tranquillité dans ce lieu va alors plonger en plein cauchemar en découvrant comment la poupée semble avoir réussi à manipuler leur enfant. 4 ans après le premier volet, c'est toujours le réalisateur William Brent Bell qui a mis en scène The Boy, la malédiction de Brahms. Avant cette histoire de poupée maléfique, il nous avait déjà impressionnés avec le très réussi Devil Inside. Le scénario de ce nouveau long métrage est toujours l'œuvre de Stacy Munir, déjà scénariste du premier épisode mais qui n'a pour le moment rien écrit d'autre. Alors que Lauren Cohan s'était vue proposer de revenir dans cette suite sans pouvoir y participer à cause d'un conflit d'emploi du temps, ce sont de tous nouveaux personnages que l'on découvrira dans The Boy, la malédiction de Brahms. Le film nous donnera l'occasion de retrouver la trop rare Katie Holmes dont les derniers films ont bien du mal à parvenir jusqu'en France. En dehors d'un cameo dans Océan S8, la dernière fois que nous avons pu la voir au cinéma c'était en 2017 dans Logan Lucky. Sean, le père de famille, est incarné par Owen Yoman, principalement connu pour son rôle dans la série The Mentalist. Leur fils Jude est joué par Christopher Canvery vu dans la série Gotham. Solskjaer fait l'éloge de Martial et blâme le terrain pour la performance inférieure à Man United. Ole Gunnar Solskjaer affirme que Anthony Martial est confiant devant le but après que l'égalisation des attaquants a valu à Manchester United un match nul contre le club de Bruges. Grève du français à la 36e minute a attiré le niveau Red Devils au Jean Bredel Stadium après Emmanuel Denny avait mis le côté belge devant. C'était Martial's deuxième but en seulement 4 jours après avoir également frappé contre Chelsea en victoire de United 2-0 à Stamford Bridge lundi et son 13e de la saison toutes compétitions confondues. Cela vient après que le joueur de 24 ans ait eu du mal à trouver le filet plus tôt dans la campagne, et après s'être entretenu avec Mutv après les huitièmes de finale de la Ligue Europa, Solskjaer a déclaré que l'attaquant avait retrouvé son mojo lorsqu'il s'agissait de marquer des buts. Enzo, un très bon but, un but individuel, a travaillé dur pour lui enlever le ballon et a composé pour le remettre, a déclaré le manager norvégien. Il est confiant devant le but maintenant. Ce fut une journée frustrante jusqu'à ce moment pour Anthony. Il n'a pas obtenu beaucoup de services, ils se sont bien défendus, l'homme marquant, après les hommes, il n'y avait pas beaucoup d'espace, et le ballon était tellement vivant sur ce terrain. Solskjaer était également désireux de mentionner que l'état du terrain a rendu la tâche difficile à son équipe la nuit, avec des pluies torrentielles rendant difficile pour chaque camp de garder le contrôle du jeu. Il a ajouté, les conditions étaient difficiles là-bas. C'était presque comme l'astroturf. Il rebondissait, le ballon est très rapide et vivant, donc tout pouvait arriver et nous avons réussi le but à l'extérieur. Nous allons donc prendre ce résultat, rentrer chez nous et nous préparer pour la semaine prochaine. Le résultat met le club de Premier League en position de force pour progresser à partir de l'égalité, avec le match retour qui se jouera la semaine prochaine. Holocauste, le Vatican s'apprête à ouvrir les archives sur Pie XII. Il s'agit d'un moment décisif pour l'histoire contemporaine de l'Église et du monde, a expliqué jeudi le cardinal Tolentino de Mendonça, archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine. Le prélat souhaite que l'attention ne se concentre pas uniquement sur l'Holocauste, mais qu'elle touche aussi par exemple la tumultueuse période de l'après-guerre. Décidé voici un AN, la mise à disposition de ces documents doit permettre de répondre à la controverse sur Pie XII, 1939 à 1958, qui a commencé tardivement dans les années 60. Et notamment déterminer si le chef de l'Église catholique pendant la Seconde Guerre mondiale, un ancien diplomate du Saint-Siège en Allemagne, a été trop silencieux et passif, face à la promulgation de lois raciales en Europe et au pire génocide de l'histoire. Une prise de parole publique condamnant explicitement les agissements des nazis et le sort des juifs aurait-elle pu influencer les catholiques allemands et changer le cours de l'histoire? Les détracteurs du Pie XII le pensent.
Ses soutiens arguent que des déclarations tonitruantes d'un pape, encerclé dans le Vatican par les nazis puis les fascistes italiens, auraient mis en danger les catholiques en Europe. La polémique a donné naissance à des dizaines d'ouvrages, dont des best-sellers ravageurs allant jusqu'à parler du pape d'Hitler, John Cornwell en 1999. Une légende grise. Pour le grand rabbin de Rome, Riccardo di Segni, l'histoire de Pie XII n'est pas une légende noire mais plutôt grise. Dans un texte diffusé par la presse italienne, il estime que les historiens devront travailler comme s'il était dans une chambre stérile et isolée, libre de tout préjugé et influence. Mais il pense qu'il s'agit d'une utopie, tant le sujet est accaparé d'un côté par des défenseurs à tout crin de Pie XII, de l'autre par des accusateurs inflexibles. L'historienne italienne Anna Foa ne s'attend à rien de spectaculaire, mais des détails, des confirmations. S'il y avait des choses justifiant le pape, elles seraient sorties, s'il y avait des choses terribles, elles auraient été cachées, déclare-t-elle à l'AFP. 150 chercheurs du monde entier ont déjà demandé l'accès aux seules archives apostoliques centrales du Vatican, ancienne archive secrète, a précisé jeudi Mgr Sergio Pagano, qui chapeaute cette section, mettant à disposition 121 fonds documentaires et 20 000 fascicules sur Pie XII. Les premiers servis seront des experts du Musée mémorial américain de l'Holocauste et de la communauté juive de Rome, précise-t-il. Les chercheurs se disputeront une vingtaine de places chaque jour. Mais des dizaines d'autres consulteront d'autres archives significatives. Par exemple, celle de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ex-Inquisition. Selon son archiviste, Mgr Alejandro Cifre Jiménez, 200 mètres d'étagères abritant 1749 fascicules sont consacrés aux 19 ans de pontificat de Pie XII. Consultable dans une salle de lecture de 14 places. Joannix, des archives historiques de la Secrétairerie d'État, gouvernement central, portant sur les relations diplomatiques avec d'autres États, proposera 1,3 million de documents numérisés et répertoriés, pour aider les chercheurs à aller vite, une nouveauté. Il promet la divulgation de choses très brûlantes venues de ces rayons. Les historiens pourront par exemple trouver des documents sur les contacts entre le nonce, ambassadeur du Saint-Siège, à Berlin et les autorités allemandes. Il faudra des années pour examiner tous ces dossiers et émettre un jugement historique, estime Mgr Pagano. Selon lui, rien de surprenant n'a émergé, la période de la Seconde Guerre mondiale ayant déjà été grandement dévoilée par l'Église en 1981. Il redoute en revanche les amateurs de scoop friands des conclusions à l'emporte-pièce. Vatican oblige, quelques documents de la période resteront secrets, comme les archives documentant le conclave, l'élection du pape, ou les procès à l'encontre d'évêques pendant son pontificat, qui fut le plus long du XXe siècle après celui de Jean-Paul II. Enfoui à l'abri des regards dans le bunker des archives du Vatican, qui abrite 85 km d'étagères. L'homme mort dans une avalanche était un passionné de plein air. L'homme de 32 ans mort mercredi dans une avalanche en Gaspésie était un passionné de plein air, expérimenté en ski hors piste et qui visitait pour une deuxième année de suite ce secteur précis des Chic-Chocs. Jean-Marc Dion est le premier skieur à mourir dans une avalanche dans ces montagnes de la Gaspésie depuis 2009. La popularité du ski de haute route dans les dernières années a multiplié le nombre de visiteurs. Jean-Marc Dion, un homme de Québec, faisait partie de ces adeptes. C'est un passionné de plein air qui fréquentait le parc de la Gaspésie régulièrement, et ce depuis plusieurs années, a expliqué une amie de la victime, Karine Garon. Le conjoint de Madame Garon faisait aussi partie de l'expédition. Le groupe était composé de 4 skieurs, 3 amis de Québec et un autre qui s'était joint à eux. Ils skiaient ce jour-là dans le secteur des Mines Madeleine. Mais voilà que de 25 à 30 cm de neige s'étaient abattus sur les cimes dans la nuit de mardi. Le bulletin de mercredi d'Avalanche Québec indiquait des risques considérables d'avalanche. C'est un niveau assez élevé de danger. Le niveau où des avalanches naturelles peuvent se produire et où c'est probable que des skieurs puissent déclencher des avalanches, explique Dominique Boucher, directeur général d'Avalanche Québec. C'est une situation précaire où il ne faut pas grand-chose pour déclencher une avalanche. Les 4 skieurs qui se trouvaient dans un secteur isolé ont-ils eu l'occasion de consulter le bulletin avant de s'aventurer sur les versants? Il y a fort à parier que les gens impliqués dans cet accident n'avaient pas eu accès au dernier bulletin. Dans cette vallée, il n'y a pas de réseau cellulaire, dit-il. 2 skieurs ont commencé la descente. Ils ont déclenché l'avalanche et ont été ensevelis sous 1,50 m de neige, toujours selon M. Boucher. Le groupe était bien équipé, chacun portait une pelle, une sonde et un détecteur de victimes d'avalanche, DVA. Les 2 autres skieurs ont donc pu retrouver leurs amis.
Jean-Marc Dion était inconscient et son décès a été constaté à l'hôpital. Un sport en pleine croissance. Le ski de haute route, qui consiste à fréquenter des versants vierges en pleine nature, a le vent dans les voiles au Québec. Des chiffres du Parc national de la Gaspésie parlent de 740% d'augmentation des visiteurs entre 2001 et 2017, relate le directeur d'Avalanche Québec. De plus en plus de gens s'inscrivent au cours de sécurité d'Avalanche Québec. Ils étaient 800 l'an passé, contre 600 en 2017. Il y a de plus en plus de monde. Les gens s'équipent, se forment. Mais reste qu'il y a chaque année de plus en plus de personnes qui commencent dans le sport, explique Dominique Boucher. C'est certain qu'on ne forme pas tout le monde qui fréquente l'arrière-pays à l'heure actuelle. Guillaume Malleson, qui a aidé à développer le ski de haute route à Madacville, non loin des Chic-Chocs, rappelle que les avalanches mortelles restent rares dans son coin de pays. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, où il y a de gros volumes d'achalandage, il y a plusieurs décès par avalanche chaque année. C'est inévitable que ça se produise, dit-il. En France par exemple, 7 skieurs sont morts l'année dernière dans une avalanche, selon des statistiques de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Les Chic-Chocs n'avaient pas connu une avalanche mortelle en 10 ans. Guillaume Malleson invite toutefois les nouveaux adeptes du sport et même les skieurs d'expérience à accent grave engager un guide. Ce n'est pas parce que tu fais appel aux professionnels que tu n'es pas bon, au contraire, dit-il. On dit dans ce cas-ci que c'était un skieur avec de l'expérience et des connaissances. Mais la différence avec un professionnel de la montagne, c'est que lui est là tout le temps dans la montagne, explique Guillaume Malleson. Il a un historique du manteau neigeux. Il a une sensibilité à la météo qui est beaucoup plus grande. Moi personnellement, si j'allais skier dans les Rocheuses, je voudrais absolument un guide, lance-t-il. Les skieurs ont accès selon lui dans les Chic-Chocs à de grands versants très dangereux. L'année dernière dans les Chic-Chocs, 19 avalanches ont été déclenchées par un skieur et 40 avalanches naturelles ont eu lieu.